Mathieu Triclot, vous êtes philosophe. Après votre thèse en histoire des sciences en 2006, la constitution de la notion d'information, le moment cybernétique, que vous rédigez à l'université Jean Moulin Lyon 3, et après avoir enseigné un temps dans cette même université, vous êtes aujourd'hui maître de conférence à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Vous faites partie de l'équipe RECI, laboratoire de recherche et d'études sur le changement industriel, technologique et sociétal. Vous dirigez aussi le groupement d'intérêt scientifique, Unité des technologies et des sciences de l'homme, qui vise à promouvoir le principe d'une recherche technologique en sciences humaines et sociales. Plus précisément, et pour tâcher de faire corps avec la façon dont vous avez été présenté sur le site de notre colloque, je vous présenterai comme l'auteur central de travaux sur l'histoire de l'informatique, parcourant allègrement les sujets de l'intelligence artificielle à la cybernétique bien entendu, mais aussi comme l'auteur d'une reformulation passionnante sur le jeu vidéo, déplaçant ce sujet dans le champ des sciences, au-delà des arcanes de jeu et du cliché du solitaire obsédé nuit et jour par sa seule passion. Vous êtes l'auteur du livre « Philosophie des jeux vidéo », paru en 2011 aux éditions Zone, dans lequel vous réussissez à asseoir une vision claire et novatrice sur cette question, cherchant ainsi à définir la conception du jeu vidéo comme un réseau d'expériences et non plus comme un objet hermétique de prestation. Vous démontrez alors que l'utilisateur, ici le joueur, se doit être reconsidéré comme un des fondements majeurs d'un art qui se construit et doit se construire indépendamment de certaines disciplines voisines, comme son aîné le cinéma, trop près duquel on aimerait le voir rangé. Dans vos recherches, vous permettez aussi de détacher ce cas d'étude si courtisé du simple divertissement vidéoludique. En outre, vous pensez ce sujet non seulement sur ce qu'il est et ce que l'on en pense, mais vous vous engagez dans un avenir du jeu sans le réduire à des expressions réductrices. Et en ce sens, nos objets d'études se rejoignent, car le design, le pourquoi de mes études, bien que la discipline, dans ses variations et ses hors-champs, gagne en popularité et en reconnaissance, reste avant tout un espace qui échappe à la prestation pour valoriser celle de l'expérience et dont la matérialité qu'on lui apporte, et sa définition d'ailleurs, relève de l'interprétation propre à chacun, voire même du sentiment dégagé de l'interactivité singulière de tout projet. Alors merci. Merci de nous faire parcourir des sentiers buissonniers sur ces sujets et de nous permettre de repenser ce que l'on croyait connaître. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Et au regard des quelques indices sur votre sujet du jour, nous avons hâte de vous écouter à présent. Mais avant ça, la question. J'aimerais savoir si dans un potentiel futur proche, selon vous, comment va s'entretenir la relation directe de l'individu lambda, comme moi peut-être, au champ élargi de l'intelligence artificielle et la cybernétique bien entendu. Merci pour cette présentation. Vaste question importante, question stratégique, effectivement, que ma présentation va essayer de toucher. Alors, cette présentation, elle a pour moi aussi un aspect rétro-futuriste, c'est-à-dire que c'est un rewind forward personnel, parce que, comme tu l'as rappelé, elle me ramène au début de mes travaux académiques, à cette thèse qui portait sur la cybernétique américaine. Et je crois qu'il y a quelque chose de significatif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'entremêle entre le personnel et le collectif, parce que ces derniers temps, il y a un retour, disons, de la demande sociale sur cette question de la cybernétique, et je crois que ce n'est pas un hasard. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je veux commencer par remercier, comme chacun l'a fait ici, l'équipe de la aide pour l'organisation de ces rencontres extrêmement stimulantes. Et on commence à voir fonctionner le mélange, le mixte entre les types d'interventions. Je remercie en particulier Delphine Jeanneret pour l'efficacité incroyable avec laquelle elle a résolu tous les problèmes organisationnels qui se posaient rien que pour moi. Alors je n'imagine pas pour tous les autres intervenants. J'adresse aussi un salut amical à Nicolas Nova, aux étudiants du Master Media Design avec qui nous discutions ici même il y a 2 jours de philosophie des techniques. Alors le titre de l'intervention que je vous propose, extrêmement boursouflé, l'hypothèse cybernétique, est un clin d'œil, une parodie peut-être, disait tout à l'heure Mathieu Lehanner, à la publication du collectif Tikkun, l'hypothèse cybernétique,
qui se proposait de faire de cette même science, la cybernétique, la matrice de la gouvernementalité contemporaine. Alors je vais rester en fait sur ce terrain d'une politique critique des techniques et essayer de prendre au mot l'intitulé de notre session, Rewind Forward, de faire de ce Rewind Forward une méthode d'exploration des technologies contemporaines. Ce montage rétro-futuriste de présent, de passé, d'avenir, d'avenir au passé, se fonde sur 3 propositions qui sont le socle de cette intervention. Première proposition, nous sommes rentrés dans l'ère post-cybernétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les dispositifs qui ont été conçus dans l'immédiate seconde après-guerre mondiale, dans le sillage de la cybernétique, aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, avec un retard d'une 60aine d'années, entrent en circulation sociale généralisée. C'est-à-dire que nous assistons à la généralisation des dispositifs de la cybernétique, et les exemples les plus frappants aujourd'hui seraient, parmi d'autres, l'explosion de la question de l'intelligence artificielle revisitée façon machine learning, qui prolonge les lignées de recherche de la cybernétique d'origine sur les réseaux de neurones formels, mais aussi des objets comme le véhicule autonome, la Google Car que l'on voyait se promener précédemment, qui sont donc des objets qui relèvent des lignées techniques de la cybernétique. Donc l'entrée dans cette ère post-cybernétique peut donner l'impression que l'histoire bégaye. J'ai redécouvert, par exemple, récemment, cette citation de McCulloch, qui est l'un des grands noms du mouvement cybernétique, au symposium Ixon de 1948, qui s'inquiète à l'époque du remplacement potentiel, ça nous concerne tous ici, des travailleurs intellectuels par les machines. Et la déclaration de McCulloch, l'inquiétude de McCulloch, n'est qu'une déclaration parmi tant d'autres de l'époque. L'effet d'écho est saisissant entre ces propos de la première cybernétique et les discussions contemporaines sur l'intelligence artificielle. Je pense notamment au fameux rapport Frey et Osborne qui, en 2013, diagnostiquait le fait que la moitié des emplois américains sont à risque, au risque de l'intelligence artificielle, au risque du remplacement. Mais on ne peut pas non plus ne pas lire la description que donne, ou les descriptions que donne Wiener de l'usine automatisée, comme une sorte de grand animal qui possède ses capteurs, son cerveau, ne pas lire ces descriptions sans penser à la Google Car. C'est-à-dire que les artefacts cybernétiques, les vieux artefacts cybernétiques, sont sortis du laboratoire, ils sont sortis de l'avenir, ils sont sortis de la prospective et ils évoluent parmi nous. C'était la première proposition, l'ère post-cybernétique. Deuxième proposition, il se trouve que la cybernétique a produit, cette première cybernétique a produit, par le biais de Wiener notamment, une réflexion politique, critique, sur l'introduction de ces technologies, sur la signification sociale de ces nouvelles technologies. Et cette réflexion a nourri, chez Wiener en particulier, un engagement politique tout à fait authentique. Donc il y a là, deuxième proposition, pour nous, une ressource sans doute intéressante à aller revisiter pour comprendre la situation contemporaine. Troisième proposition, l'intérêt de ce recours à cette ancienne politique cybernétique ne consiste pas seulement à dire qu'elle aurait tout prévu. C'est-à-dire, je n'attends pas, ou je ne vous présente pas ce premier discours de politique critique des technologies chez Wiener comme une ressource prête à l'emploi pour comprendre le moment contemporain. Au contraire, je crois que cette première politique des artefacts cybernétiques est d'autant plus intéressante qu'elle échoue, c'est-à-dire qu'elle permet de mesurer l'écart entre la situation contemporaine et le moment cybernétique d'origine dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons ici la formule de ce Rewind Forward, de notre opération cognitive d'aller-retour temporel, pour comprendre notre présent, ce qu'il recèle en lui d'avenir proche. Revenons à cet avenir au passé que nous livre la cybernétique et mesurons la distance qui sépare cette futurition passée de notre présent. Et je crois que dans cette méthode Rewind Forward, il y a une occasion fructueuse pour penser la situation des technologies contemporaines. Alors je vais procéder de la manière suivante. Je vais d'abord essayer de rappeler le plus brièvement possible
ce qu'a été la cybernétique d'origine, de façon à ne pas produire un discours qui serait totalement hors sol pour ceux qui ne sont pas familiers de ce mouvement cybernétique et qui se demandent de quoi s'agit-il. Et puis, dans un deuxième temps, je vous proposerai de revenir sur quelques maximes de la politique cybernétique qui sont extraites de l'œuvre de Wiener pour les mettre donc à l'épreuve de notre présent. Qu'appelle-t-on cybernétique? Il y a un souci. Non. Alors, qu'appelle-t-on cybernétique? On désigne par là un mouvement scientifique qui a d'abord été actif dans sa forme d'origine dans l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale aux États-Unis. Et ce mouvement scientifique a comme caractéristique d'avoir été transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il réunit des chercheurs qui viennent de disciplines différentes, à commencer par la physique théorique, les mathématiques appliquées, l'ingénierie, mais aussi des représentants des sciences du vivant et des représentants des sciences humaines et sociales, linguistes, psychologues, sociologues, etc. L'histoire de cette cybernétique est aujourd'hui bien connue, elle se promène, là, mon image. Le format d'origine n'était pas plus mal, quand on pouvait tout voir. Bon, en attendant de régler l'image qui a pris sa propre autonomie. Donc cette histoire est bien connue, on a un ensemble de travaux considérables dessus. Pourquoi est-ce que ce mouvement scientifique est considéré comme important? Si vous pouvez me le remettre en 4/3. Il faudrait le remettre en 4/3, sinon on n'a pas l'intégralité. Pourquoi est-ce que ce mouvement cybernétique est considéré comme important aujourd'hui? Parce que s'invente avec la cybernétique l'infrastructure technique et matérielle du monde contemporain, les ordinateurs, les télécoms, l'informatique et le réseau. Et avec cette infrastructure technique et matérielle, un jeu de concepts nouveaux, au premier rang desquels l'information, la rétroaction, le feedback. Peut-être le dernier élément qu'il faudrait présenter sur cette cybernétique d'origine, il faut comprendre que ce mouvement-là a été à la fois un succès extraordinaire, parce que il y a cette infrastructure matérielle, les technologies se sont diffusées, un succès extraordinaire et aussi, je ne sais pas si ça marche, oui, on voit une partie du truc, aussi un échec extraordinaire à la hauteur de ce succès. C'est-à-dire que cette cybernétique n'a pas réussi à s'institutionnaliser, à faire science. Et cet échec à faire science, eh bien, ça a produit comme la conséquence suivante que le terme cybernétique s'est diffusé, le terme cyber s'est diffusé, et que tout le monde a pu faire de la cybernétique, en quelque sorte, sans le savoir, avec des liens plus ou moins distendus par rapport à la cybernétique d'origine. Donc il y a, en fait, si vous vous intéressez à la cybernétique, vous n'allez pas rencontrer la cybernétique simplement, vous allez rencontrer une multiplicité, une multitude de cybernétiques au pluriel qui peuvent parfois être tout à fait éloignées de la situation initiale. Alors, j'en viens maintenant à notre Rewind Forward. J'exhume dans l'œuvre de Wiener 6 maximes politiques, les voici, dont je pense qu'elles peuvent rendre compte de l'essentiel de ces engagements. Et au moyen de ces maximes politiques, je me propose de mettre à l'épreuve de la politique de Wiener notre présent, et par symétrie, de mettre à l'épreuve les maximes wieneriennes. Première maxime, en toute chose, revenons au mode de production des savoirs. Cet impératif fait écho de manière très directe pour la première cybernétique aux engagements de Wiener, et en particulier à ce qui a été l'un de ses engagements les plus commentés, les plus visibles, c'est-à-dire la lettre ouverte A Scientist Rebels en 1947 dans The Atlantic. Dans cette lettre ouverte, Wiener déclare renoncer à publier à l'avenir des travaux qui seraient susceptibles de faire des dégâts entre les mains de militaires irresponsables, dit-il. Et très concrètement, ça veut dire pour lui de sortir du champ de l'informatique en pleine émergence. Au-delà de la lettre de 1947, ce qui me semble important là-dedans, c'est que les cybernéticiens ont vécu un moment de bouleversement considérable dans les modes de production des savoirs, dans ce que les historiens des sciences
ou les gens des Science Studies appellent les régimes de science. C'est une expression que j'emprunte à Dominique Pestre. Donc Wiener est un critique de ce qu'il appelle, avec von Neumann, la megabug science, c'est-à-dire cette science à gros budget enrôlée dans la machine de guerre. Alors qu'en est-il de ce premier argument si on le rapporte à la situation contemporaine? Il me semble que ce qui est intéressant ici, c'est l'analogie, la distance, et l'analogie et le décalage. C'est-à-dire que ce genre de science nationalisée pour la guerre, pour reprendre encore une fois la formule de Pestre, contre laquelle Wiener s'est levé, n'est plus le mode dominant. Et les artefacts de la post-cybernétique ne sont possibles que par rapport à un autre mode de production des savoirs qui correspond à un régime, disons, libéralisé de production des connaissances et qui a été particulièrement documenté par les Science Studies. Donc nous avons ici un marqueur important de la bascule d'un régime de science dans un autre, et les technologies actuelles ne peuvent être comprises, ne sont pas compréhensibles si on ne les rapporte pas à ces transformations politiques, juridiques, dans le mode de production des connaissances et des technologies. Qu'aurait pensé ce bon vieux Wiener du mode actuel de production des connaissances? Eh bien, manifestement, deuxième maxime, peu de bien. Il suffit donc pour le concevoir de se tourner vers la deuxième maxime que je prélevais, politique des techniques. Wiener nous disait à l'époque, l'information n'est pas faite pour être marchandise. Et à quoi correspond sa position? À l'époque, elle correspond à une position qu'on pourrait appeler éco-socialiste aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui estime que le changement technologique ne doit pas être piloté par les intérêts privés, parce que les intérêts privés ne peuvent pas prendre en charge le long terme et les intérêts de long terme qui sont associés au développement technique. L'effet d'écho de cette maxime, l'information ne doit pas être une marchandise, avec la situation contemporaine, est considérable, puisque la production des technologies, que l'on a vu par exemple précédemment autour du véhicule autonome, s'appuie sur l'appropriation privée d'une masse considérable de données. Et la data est aujourd'hui, cette appropriation de la data est aujourd'hui l'une des ressources essentielles de la compétition technologique, notamment en matière d'intelligence artificielle. À quoi pourrait ressembler, jouons le jeu du rewind forward, à quoi pourrait ressembler une position à la Wiener aujourd'hui sur la question des modes de propriété de l'information? Eh bien, il me semble que les arguments que l'on va trouver chez Morozov, ou à la manière de Morozov, qui plaide pour des formes de propriété collective et publique de la data et de l'information, peuvent se situer dans la lignée de la cybernétique de Wiener. Je ne rentre pas dans le détail. Donc la maxime « l'information n'est pas faite pour être marchandise » nous invite à réfléchir directement à cette question cruciale des modes de propriété de l'information qui sont décisifs dans la production contemporaine des technologies. Troisième maxime, alors elle rentre en résonance, je pense de manière très forte, avec la présentation précédente. Troisième maxime, l'information n'a rien d'immatériel. C'est une des propositions clés du programme épistémologique de la première cybernétique, c'est-à-dire que les cybernéticiens ont défendu l'idée selon laquelle l'information doit être comprise comme une quantité physique et d'abord comme une quantité physique, l'inverse de l'entropie dans la démonstration des cybernéticiens. Je ne reviens pas sur le détail de cette affaire, aussi passionnante soit-elle, de la relation entre information et entropie. Cette relation entre information et entropie, cette matérialité de l'information, cette physicalité de l'information, ne se traduit pas chez Wiener tant que ça en argument politique, si ce n'est sous la forme d'un humanisme tragique. Wiener dit, dans le courant général de l'entropie, de la désorganisation inéluctable du monde, eh bien, nous devons faire effort pour maintenir des poches d'organisation, des poches d'information croissantes. Mais il me semble que ce matérialisme radical des cybernéticiens fait signe aujourd'hui vers des questions décisives d'infrastructures, d'empreinte écologique des dispositifs numériques. Elle nous renvoie aux mines dans lesquelles on extrait les matériaux rares ou les métaux rares qui sont absolument nécessaires à la fabrication de nos smartphones. Nous en avons eu l'illustration.
L'information n'a rien d'immatériel, cela veut dire, comme maxime politique, résistons au vertige de la dématérialisation, ne nous contentons pas de l'interface ou de l'égalité entre numérique et interface. Quatrième maxime, il faut se débarrasser du mythe du robot. Alors c'est ta question là qui arrive. C'est-à-dire que c'est la question la plus critique, l'un des points les plus critiques et l'un des points où l'on peut sentir la cybernétique d'origine vaciller. De quoi s'agit-il? Il faut se débarrasser du mythe du robot. Que veut dire Wiener? Cet argument-là, on le trouve dans son grand texte politique, l'usage humain des êtres humains, the human use of human beings. L'argument de Wiener à l'époque est le suivant: les zones de performance de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle et de l'être humain sont disjointes. C'est-à-dire que l'ordinateur sait faire des choses que l'être humain ne sait pas bien faire, et vice-versa. Par conséquent, lorsqu'on explique, dit Wiener, que la machine va remplacer l'humain, en réalité, ce que l'on dit, c'est que la machine ne peut remplacer l'humain qu'à la condition que celui-ci, l'humain, ait déjà été réduit à l'état de machine, c'est-à-dire déjà mécanisé. Derrière le mythe du remplacement de l'humain par la machine, par le robot, ce qu'il y a en réalité, dit Wiener, c'est l'usage inhumain des êtres humains, c'est sa formule. Et quel est cet usage inhumain des êtres humains? C'est celui qui nie l'intelligence adaptative, les capacités d'apprentissage de l'humanité. Bon, que faire de cet argument aujourd'hui? Il semble, par un côté, que cet argument soit profondément en crise. Pourquoi? Parce que ce sont précisément ces capacités d'apprentissage, ces capacités de souplesse adaptative que l'intelligence artificielle façon machine learning fait entrer du côté de l'ordinateur. Donc, est-ce que le dernier bastion de la spécificité humaine n'est pas tombé, c'est-à-dire n'est pas menacé dans cette phase post-cybernétique? Souvenez-vous par exemple du discours qui entourait la réussite d'AlphaGo, enfin la première version du programme, qui insistait sur le fait que l'ordinateur parvenait à accéder à une capacité d'intuition, typiquement humaine, d'intuition. Alors, est-ce que nous pouvons encore résister aujourd'hui à ce mythe du robot? Est-ce que nous pouvons résister au mythe du robot? L'argument de Wiener, il me semble, fournit deux voies ou deux directions pour penser cette question-là. La première, la plus évidente, la plus chargée politiquement, et celle que la performance précédente mettait aussi de manière absolument extraordinaire en lumière, c'est que gratter derrière l'IA, et vous aurez vite fait de retrouver cet usage inhumain des êtres humains. C'est la situation de ce que l'on appelle le digital labor, c'est-à-dire cette armée de travailleurs précaires, de tâcherons du clic, comme le dit Kazili, qui entraînent des IA ou qui réalisent à leur place les tâches qu'on leur attribue ensuite. C'est le cas en particulier, par exemple, pour la détection des contenus inappropriés sur les vidéos, qui sont un élément important par rapport à la publicité en ligne et l'économie de la publicité en ligne. Une seconde manière de résister au mythe du robot nous est offerte par l'avant-dernière maxime wienerienne, contre la pensée du gadget, observer les milieux techniques. Et là, l'image précédente de la voiture autonome dans la cité était absolument parlante. Le gadget, c'est l'objet isolé qui n'existe sans prendre en compte les contraintes du milieu technique qui sont nécessaires à son fonctionnement. Des dispositifs comme la voiture autonome fournissent une variation intéressante par rapport au statut des objets techniques, dans la mesure où, à la manière d'un animal, ce que l'on voyait, elles transportent avec elles leur propre milieu, son milieu perceptif, son Umwelt, comme on dirait, à la suite de von Uexküll. Donc, est-ce que la voiture autonome ne réalise pas le mythe du robot, parce qu'elle prend en charge elle-même la relation à son environnement et à l'environnement urbain? Eh bien, la réflexion par les milieux techniques nous mène à réfléchir non seulement au milieu que peut transporter tel ou tel artefact, mais aussi à la question de l'articulation et de l'agencement des milieux techniques.
C'est-à-dire que le milieu technique de la Google Car, ce sont les smart cities, ces villes de l'Anthropocène ou de l'après-Anthropocène qui nous ont été présentées. Et il y a ici une fonction d'agencement des milieux techniques qui est une fonction technique absolument fondamentale et qui, à mon avis, reste et qui est le nerf de la technologie contemporaine. Dernière maxime, il n'y a pas de machine à gouverner. Et je finis là-dessus. Merci.